pour le monde médical, on a fait des opérations, voilà, notamment au cerveau et au poumon. Mais j'étais quelqu'un qui avait moins de 10% de chance d'en réchapper. Et donc, pour le médecin, en fait, en tout cas celui qui m'a opéré du cerveau, il l'a fait, mais en se disant, il y croyait pas, quoi, en fait, notamment l'anesthésiste. Enfin voilà, pour lui, il s'était dit, voilà, il se disait que bon, on va le tenter parce qu'il faut tenter l'opération, mais il va pas en réchapper, quoi. Pendant toute cette période-là, voilà, j'étais vraiment connecté à 100%, et c'est là où on m'a vraiment montré, en me disant, ok, maintenant, entre ces deux opérations-là, entre le moment où on décide de faire l'opération du cerveau et l'opération du poumon à venir, on m'a montré que j'avais le choix et qu'il fallait que je choisisse entre vivre et mourir entre ces deux opérations. Et que si je partais, ça allait être un choc au moment de l'anesthésie de l'opération du poumon. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Candice et je suis animée par une quête de liberté que je chéris depuis toujours. Liberté chérie, c'est le nom du podcast. Liberté d'être et de faire ce qui résonne au plus profond de notre âme. Comment se libérer des freins conscients et inconscients qui nous entravent en se connectant au cœur et à l'être puissant que nous sommes tous. Grâce à des parcours de vie inspirants, des coachs, des thérapeutes, nous viendrons apporter des clés pour sortir de notre cage mentale et ouvrir en grand les possibilités d'envol et la connaissance de soi. 4, 3, 2, 1, décollage. Vous pouvez suivre Liberté Chérie sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes audio en ligne ainsi que sur Instagram. À tout de suite. Patrick, bienvenue sur le podcast Liberté Chérie. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Merci. Alors, je t'ai rencontré lors d'un stage et quand on a commencé à discuter et que tu m'as raconté un peu de ta vie, je me suis dit direct, le monde a besoin de connaître cet homme. Vraiment, je me suis dit ça. Et j'ai tout de suite senti un profond alignement et un rapport à l'instant présent très ancré chez toi. Mmh. Et j'avais pas l'idée du podcast à ce moment-là, mais c'était très fort en moi. J'avais plein de questions. Et donc, nous voilà aujourd'hui. Écoute, je vais essayer de répondre à tes questions le mieux possible. Merci. Et il y a quelques années, tu apprends que tu as un cancer du poumon et tu vas défier tous les statistiques et la logique médicale. À ce moment-là, on peut dire que tu es un miraculé et tu vas nous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Cet événement va marquer ta vie et t'apporter des enseignements précieux. Aujourd'hui, tu es thérapeute, tu as quitté ton métier d'ingénieur qui n'avait plus trop de sens pour toi à ce moment-là en te mettant au service des autres et de toi-même avant tout. Tu travailles avec l'énergie et le toucher pour guérir. Bon, là, c'était très sommaire parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur toi. Est-ce que déjà, dans cette présentation, c'était très sommaire, d'autant que là, je parle de ce cancer du poumon. Tu as eu d'autres déclics dans ta vie, mais c'était quand même quelque chose de spectaculaire au niveau de la médecine. Donc voilà, voilà, ça a été une bascule un petit peu dans ta vie. Est-ce que, voilà, je te laisse parler maintenant. Est-ce que tu veux ajouter tout de suite des choses à ça? Non, oui, c'est complètement ça, en fait. Voilà. Grosso modo, pour le monde médical, on a fait des opérations, voilà, notamment au cerveau et au poumon. Mais j'étais quelqu'un qui avait moins de 10% de chance d'en réchapper. Et donc, pour le médecin, en fait, en tout cas celui qui m'a opéré du cerveau, il l'a fait, mais en se disant, il y croyait pas, quoi, en fait, notamment l'anesthésiste. Enfin voilà, pour lui, il s'était dit, voilà, il se disait que bon, on va le tenter parce qu'il faut tenter l'opération, mais il va pas en réchapper, quoi. Donc voilà, et puis je suis toujours là, et suite à cette opération, ouais, il y a des choses qui se sont passées où ils ont rien compris. Je me suis réveillé en salle de réveil où j'avais récupéré toute une faculté, en fait, et jusqu'à présent, en fait, ouais, ils comprennent pas exactement tout ce qui s'est passé, quoi. Quand je discute avec le neurologue, voilà, lui, il est très content, hein, très heureux de me voir et qu'on discute ensemble, mais il y a plein de choses qui, pour lui, rentrent dans le domaine de l'inexplicable, quoi. Enfin, voilà, il a fait son boulot, il est très content que je sois là, et moi aussi, d'ailleurs, je le remercie énormément. Mais, voilà, il y a des choses où ils ont pas de réponse. Et j'aurais envie que tu nous déploies un petit peu plus de choses à ce sujet, que tu nous donnes un peu plus de précision, mais j'aimerais bien rembobiner un petit peu avant tout ça, et savoir, parce que ça, c'est un marqueur dans ta vie, mais avant tout ça, il me semble que tu as déjà, à l'âge de 14-16 ans, c'est ça, tu as déjà quelque chose qui se passe dans ta vie
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors oui, effectivement, à l'âge de 16 ans, je jouais au foot comme tous les gamins à l'école. Hein, voilà. Et je jouais notamment avec mon cousin qui m'a marché sur le pied au moment où je tirais au but, en fait, et ça m'a explosé le genou. Donc, je me suis retrouvé avec les ligaments croisés complètement, voilà, le genou complètement en vrille. Et à ce moment-là, sous la douleur, en fait, j'ai fait une décorporation. Donc, je me suis vu sur ce terrain de foot, en fait, avec tous les gens qui s'affolaient autour de moi. Et alors ça a duré pas très longtemps, hein, quelques secondes. Où, la notion de temps, en plus, à ce moment-là, elle est vague. Enfin. Exactement. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est passé vite. Et comme j'ai eu très peur, en fait, voilà, je me disais, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai réintégré mon corps assez rapidement. Donc là, tu te vois vraiment... Au-dessus, ouais. Je suis au-dessus de mon corps et je vois vraiment moi allongé, me tenant le genou, en fait, et tous les gens qui s'affolaient autour de moi. Quoi. Voilà, donc ça a été la première chose. Et quand je suis revenu, en fait, je me suis vraiment posé la question en disant, mais la réalité, c'est quoi? C'est cette chose qui était au-dessus et qui voyait mon corps en bas, ou c'est la vie dans ce corps-là? Donc ça a été un des déclencheurs qui m'a permis, qui a fait en sorte que je me renseigne, en tout cas sur tout le côté spiritualité. Et à cette époque-là, donc c'était dans la fin des années 80, début des années 90, il y avait tout le mouvement New Age qui venait des années 70 en fait, et j'ai plongé dedans à bras ouverts parce que j'avais besoin de réponses. En fait, je comprenais pas, je pensais que je devenais fou en fait. Voilà. Tu trouvais des réponses justement dans ce mouvement Pas forcément, mais c'était plutôt agréable parce que j'ai eu la chance en fait en le suivant de partir voilà du monde minéral, d'essayer d'étudier un peu ce que ça pouvait apporter. Je suis passé après au monde végétal, au monde animal, et j'ai commencé à lire un peu les grandes religions, les philosophes. Voilà, ça m'a donné une espèce d'ouverture et de cheminement un peu différent, voilà. Parce que moi je suis quelqu'un de très cartésien à la base en fait. Oui. Ouais. Et du coup, justement, tu dis, ça t'a donné cette ouverture. Et plus tard dans ta vie, tu vas arriver dans un monde qui est, j'ai envie de dire, pas fermé, mais qui est très spécial, le monde de la télévision. Tu vas arriver dans ce monde-là, à France Télévisions. Et heureusement, peut-être que tu avais, du coup, déployé cette ouverture pour avoir aussi resté ouvert. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Tu travailles combien d'années là-bas? J'ai travaillé pratiquement 30 ans, un petit peu moins, 27 ans à peu près, à France Télévisions. En fait, voilà, j'avais fait un bac d'électronicien, donc c'est pour ça que je viens vraiment du monde scientifique et très cartésien, en fait. Et suite voilà au bac, j'ai commencé un BTS pareil d'électronique. Et il y avait un stage obligatoire, donc je suis allé faire ce stage dans une télé en Outre-mer, parce que je suis originaire de l'île de la Réunion, qui s'appelait RFO à l'époque. Et finalement, en faisant mon stage là-bas, ils avaient besoin de techniciens à cette époque-là. Ils m'ont proposé de continuer, enfin voilà, d'avoir des contrats et de travailler. Et j'ai lâché un peu ce BTS d'électronique parce que voilà, je m'épanouissais plus en travaillant qu'en continuant ces études. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis rentré dans ce monde de l'audiovisuel, en fait, et que j'ai travaillé, j'y ai travaillé à peu près 9 mois, et ensuite je suis venu à Paris, parce que mon frère était étudiant ici. Et pareil, je me suis ennuyé assez vite, en fait, dans cette vie parisienne, alors que j'étais venu pour 2 ou 3 mois en vacances. Et du coup, j'ai pu travailler aussi à RFO, mais comme il y avait une antenne parisienne, en fait, à Paris. Et c'est comme ça, en fait, que ta vie professionnelle... Voilà, c'est vraiment... ça a été vraiment, voilà, comme ça. Mon oncle travaillait déjà à RFO, donc il a permis qu'on m'ouvre la porte. Mais après, ça s'est fait un peu, malgré moi, je dirais. Mais c'était très bien. J'ai fait mon service militaire ici. Et au retour du service militaire, on m'a proposé un CDI que j'ai accepté, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et après, donc, au bout de une petite trentaine d'années, qui est déjà pas mal, tu décides de continuer ton chemin ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, en fait, ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai connu, c'est vraiment l'âge d'or de la télévision où on prenait pas ça comme une industrie, comme une usine, en fait. C'était un monde un peu à part. Tu vois, on faisait partie du monde du spectacle. On était là pour divertir les gens. Et
il n'y avait pas cette notion de rentabilité à tout prix, en fait, où c'était plus OK, on a des budgets, il faut vraiment divertir cette population française, en fait, et c'est un monde un peu à part. Voilà. Donc moi j'ai connu ça, c'était vraiment la fin de l'âge d'or de la télé, voilà, dans les années 90. Et plus ça a évolué dans le temps, plus cette notion de on est au service des gens pour leur divertir, leur faire plaisir, pour qu'ils oublient leur quotidien, en fait, voilà, qu'ils pensent à autre chose. Petit à petit, ça a périclité, en fait, où la télévision est devenue une industrie comme une autre, où il y a des notions de rentabilité, et donc c'était pas, voilà, c'était plus pareil. Moi, quand j'allais travailler, j'avais pas l'impression de travailler, je m'amusais, en fait. Donc et pareil, j'ai gravi les échelons petit à petit. Voilà, j'étais technicien au départ, où on faisait du montage, où voilà, on faisait de la diffusion, des choses comme ça. Et très vite, en fait, avec 2 autres collègues, on a créé toute la partie infographique dans la télé. On a été les premiers à les mettre en place pour les élections, en tout cas à Paris. Et très vite, en fait, on nous a donné la responsabilité de gérer ce service infographique. Donc, j'ai eu très jeune la responsabilité et du matériel et du personnel. Voilà, de sélectionner les personnels qui allaient travailler avec nous, et le matériel et le logiciel et tout ça, en fait. Donc, j'ai fait ça, et peut-être aussi à force d'avoir ces responsabilités, à force de côtoyer la direction, parce que j'étais souvent en réunion de direction, parce que j'avais du personnel à gérer, en fait. Et voilà, et j'ai vu la dégradation où, voilà, pour un exemple, et ça a été un des déclencheurs qui ont fait que j'ai voulu quitter France Télévisions, c'est le jour où on m'a demandé de me séparer des graphistes avec qui, voilà, que j'avais sélectionné, que j'avais formé, voilà, pendant plus de 20 ans, en fait. Et du jour au lendemain, on me demandait, il coûtait trop cher de prendre des jeunes qui sortaient de l'école, en fait, pour que ça coûte moins cher à la boîte, quoi. Ouais, donc là, tu commençais à sentir que t'es plus en accord avec l'endroit, enfin, avec leur façon de travailler. Exactement. C'était vraiment un déclencheur en me disant, mais déjà le travail me plaisait de moins en moins, parce que il y avait ce rapport de force, en fait, qui était en ligne de compte, où voilà, c'était la rentabilité avant tout, et pas forcément pas forcément le contenu, ou enfin voilà, et voilà, et en se disant, en dépit du bon sens, en fait, de prendre des gamins qui sortent de l'école, c'était pas pour pas les prendre, mais moi j'étais dans un poste où on avait 6 éditions par jour, donc on faisait 6 directs avec les stations d'outre-mer, et il fallait travailler vite et bien, en fait. Et là, on me demandait, et c'était juste pas possible dans le poste où j'avais, de prendre des gens qui sortaient de l'école, parce qu'on avait besoin de l'expérience pour qu'ils puissent travailler vite et bien, quoi. Donc à ce moment-là, déjà, tu sens qu'il y a un désalignement, un désaccord à l'intérieur de toi entre ce qu'on te demande de faire et ce que tu es en train de vivre. Et voilà, tu sens déjà l'appel de cette intégrité, de cette liberté, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc tu pars, comment ça se passe? Oui, en fait, pour moi, ce qui a toujours été important dans mes rapports aux autres et à la société, c'est le fait de pas avoir honte de ce que j'étais ou de ce que je suis, en fait. Pour moi, c'était beaucoup plus important. J'ai cette espèce d'intégrité qui fait que je ne peux pas me permettre de faire, voilà, des choses qui sont complètement en désaccord avec ce que je suis profondément, en fait. Et là, ce qu'on me demandait, ça m'a profondément choqué, en fait, parce que pour moi, c'était juste pas possible. Je pourrais pas me regarder le matin dans le miroir, voilà, en me brossant les dents ou en me rasant, en fait. Donc, et ça, pour moi, ça a toujours été plus important que tout le reste. D'être honnête avec moi et d'être fier de ce que je suis, en fait. Voilà, juste parce qu'il y avait des gens qui étaient sous ma responsabilité, que je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi, juste même pour sauver ma peau, quoi. Voilà, et donc, et à la même période, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on est passé aux 35 heures, voilà. Et moi, j'ai toujours été un bourreau de travail, en fait, en tout cas jeune. Je travaillais plus de 80 heures par semaine, et du jour au lendemain, on m'a dit, voilà, maintenant c'est 35 heures. Et donc, pour combler
ce manque, parce que le travail. Oui, alors là, c'est toi, une tu vas drogue. complètement à l'inverse de ce qui te passe, où tu veux travailler, continuer à travailler. Voilà. Parce que le travail, c'était une drogue, c'était Parce un que t'es échappatoire. passionné, voilà. Oui. Oui, et puis c'était un échappatoire. Et comme j'étais autodidacte, le fait d'emmener les machines, d'emmener les logiciels, d'en créer pour ces graphistes, en fait, du coup, j'avais eu envie de valider mes acquis en faisant le conservatoire des arts et métiers, en fait. Voilà, en me disant, tiens, je vais aller faire un diplôme d'ingénieur en informatique, parce que je l'ai appris tout seul, et voir ce que je vaux, quoi, me confronter à une éducation plus traditionnelle, alors que moi j'avais appris tout de façon plus empirique, en fait. Et quand on apprend, quand on est autodidacte comme ça, il y a toujours un côté où on demande si on n'est pas un peu un usurateur. Voilà, si ce qu'on croit avoir appris, c'est vrai ou c'est juste qu'on se raconte des histoires, quoi. Et donc, avec l'accord de ma femme, hein, parce qu'on avait, voilà, j'étais marié et j'avais une petite fille, et on a pris cette décision-là que moi j'aille le soir, en fait, après mon travail, en cours du soir, placer un diplôme d'ingénieur en informatique. Voilà, c'est ce que j'ai fait à l'âge de 40 ans, quoi. Oui, je trouve ça génial déjà, parce que là, tu te retrouves avec des gens qui... Ah, cours du soir peut-être, peut-être un peu plus avec des gens de ton âge, non? Mais tu te retrouves... Pas forcément, c'était très mélangé. Et ça m'a apporté aussi cette vision d'un monde différent. Voilà, j'étais baigné depuis l'âge de 18-19 ans dans le milieu de la télé, en fait, où comme... mon ex-femme était script à la télé aussi, je l'ai rencontrée là-bas, donc on évoluait tout le temps dans ce milieu-là. Donc ça reste un petit milieu avec ses codes, c'est un monde un peu à part, quoi. Voilà, plus les journalistes avec les égos plus ou moins surdimensionnés. Et là, le fait de revenir à des choses un peu plus concrètes et reprendre ces études-là, je côtoyais des gens qui venaient de plein de milieux différents, avec plein d'âges différents, en fait. Il n'y avait pas que des vieux comme moi, hein. Il y avait des jeunes de 20 ans aussi. C'est jeune, hein, 40 ans. Non, mais je dis ça en rigolant. Mais, et du coup, oui, ça m'a donné une ouverture, en fait. Ça a apporté un nouveau souffle. Et plus j'avançais dans cet apprentissage ou le fait de valider mes acquis, en fait, voilà, à travers le CNAM, ça m'a montré qu'il y avait une vie possible hors de la télévision. Et ce qui a engendré d'ailleurs une problématique avec mon ex-femme, et c'est pour ça qu'on a fini par divorcer, c'est que moi, plus ça allait, plus j'avais envie de sortir de ce maelstrom, en fait, ce milieu de la télé. Et elle, non, elle avait, voilà, c'est sa raison de vivre, ça a toujours été, elle a toujours voulu être script et elle voulait pas partir de ce milieu-là. Pour elle, c'était, ça fait partie de sa vie, en fait. Alors que moi, je sentais qu'il y avait de plus en plus un désaccord profond entre ce qu'on me demandait et ce que moi j'avais envie de vivre profondément, quoi. Donc voilà, ça a été ce déclencheur et j'ai emmené, ça a duré des années, hein, parce que encore du soir, voilà, on peut pas faire des UV autant qu'on voudrait. Ah oui. Et, oui, plusieurs années, ok. Ouais, au moins 5 ou 6 ans, ouais, avant de finaliser, d'avoir ce diplôme. Mais le diplôme, je l'ai eu, on a divorcé entre-temps parce que justement le décalage était trop flagrant entre le fait que moi j'étais plus du tout en accord avec ce milieu de la télé et qu'elle, c'était sa vie, quoi. C'est toujours sa vie. Donc là, tu ne fais que t'ouvrir au fur et à mesure, en fait, à des nouveaux mondes. Et à ce moment-là, tu commences un petit peu aussi à faire quelques formations, il me semble, sur l'énergétique, sur le soin, la guérison par l'énergie. C'est ça, parce que voilà, je parlais du mouvement New Age et que j'ai suivi, hein, mais que j'ai continué à suivre pendant toutes ces années. Parce que j'avais besoin de me nourrir aussi spirituellement, donc je lisais énormément. Et à un moment donné, voilà, je sentais qu'il y avait cette énergie potentielle dans les mains, mais je savais pas trop en fait comment les exploiter. De fil en aiguille, on me parlait du Reiki qui était devenu à la mode, voilà, dans les années 2000, je pense, ou 2010, je sais plus, 2000. Et du coup, j'ai voulu me faire former à ça, mais contrairement à ceux qui faisaient, parce que c'était beaucoup des personnes du monde médical en fait qui venaient pour aider les gens. Voilà, moi j'avais pas du tout cette prétention-là, en fait. Ce que je voulais, moi, c'était juste l'utiliser comme voie de développement personnel. Et j'avais besoin de sentir physiquement cette énergie, en fait.
Et le fait de faire le Reiki et ces initiations, ça m'a permis vraiment de sentir cette énergie me sortir des mains, me rentrer dans les pieds, sortir des mains, et comment devenir un canal en fait du chi, dans l'énergie universelle en fait, de le condenser, de pouvoir le renvoyer pour des gens. Et donc j'ai utilisé le Reiki vraiment comme développement personnel et pour moi m'auto-soigner en fait, pour la bobologie de tous les jours en fait. Et surtout, ma fille, elle adorait ça. Dès que je faisais du Reiki, elle venait se blottir dans mes mains parce qu'elle adorait la sensation. Et donc, j'ai beaucoup utilisé avec ma fille, mais j'avais pas aucune intention de rentrer dans du soin énergétique avec qui que ce soit, quoi. C'était vraiment pour moi, en fait. Juste, oui, ça commence souvent peut-être un peu comme ça aussi. Mais... Peut-être, oui. Et puis, j'avais pas la prétention, mais pour moi, ça a toujours été compliqué. Je trouve qu'on a une énorme responsabilité quand on veut transmettre ou soigner le côté thérapeute pour moi, c'est pas anodin en fait. On a la responsabilité des gens qu'on soigne entre guillemets. Donc et cette responsabilité, j'ai mis du temps à l'accepter en fait, à me rendre compte que les choix, ce sont les gens qui les font, c'est pas nous en fait. Nous, on est juste là, on propose des solutions parce qu'on a parcouru des chemins et on peut leur montrer la voie. Mais moi pendant très longtemps, je pensais que j'avais la responsabilité de ça, quoi. Du coup, tu penses que c'est peut-être les gens qui valident en fait ce nom de thérapeute, ou en tout cas dans ton cas, ça a été un peu ça où tu as pu te sentir thérapeute. C'est quand on emploie ce terme, c'est parce que vraiment tu avais le retour des gens qui sentaient une différence, à qui tu apportais des choses oui, c'est ça. Pour moi, en fait, un thérapeute, contrairement à ce que peut dire d'autres personnes, moi, j'ai pas la prétention d'être un guérisseur ou d'être quoi que ce soit. C'est juste que j'ai parcouru, j'ai utilisé des outils, j'ai parcouru une voie avant vous, en fait, et je peux vous emmener sur cette voie-là. Mais c'est pas moi qui fais le travail. Je suis juste là comme un éveilleur de conscience, en fait, quelqu'un qui vous montre la direction. Mais le travail, c'est vous qui le faites, c'est pas moi, en fait. Moi, je suis juste un faire-valoir, quelqu'un qui va vous montrer la direction, mais c'est de l'auto-guérison, en fait. On est tous notre propre médecin, en vrai. C'est juste qu'on n'en a pas conscience, en fait. Et quand on tombe sur des thérapeutes ou sur des gens qui nous montrent la voie, en se disant juste, moi, j'ai parcouru ce chemin-là avant vous et je peux vous emmener à ça. Il y a des choses qui se passent, effectivement, et il y a de l'énergie qui circule, il y a des choses comme ça. Là, aujourd'hui, moi, je le fais à travers le massage, à travers justement cette position des mains mais je ne peux pas présumer de ce qui va se passer, tu vois, avant chaque séance. Et je n'ai, j'ai pas la prétention de dire c'est moi qui fais quoi que ce soit. Pour moi, c'est le fait qu'on soit réunis à cet endroit-là. En fait, il y a nos deux consciences qui se mettent en symbiose. Et c'est à partir de cette naissance-là que les choses se passent. Mais le travail en lui-même, c'est pas moi qui le fais, en fait. Oui, et puis pour en arriver là aussi, c'est tout un chemin pour toi, justement, où tu as été guidé tout au long et que tu continues comme chacun. Mais justement, quand tu commences à faire quelques stages sur la Reiki, etc., là, encore une fois, tu es guidé toujours vers ce chemin et tu vas faire une rencontre, tu vas rencontrer une partenaire. Oui. À ce moment-là. Oui, je vais revenir juste un petit peu avant. Effectivement, donc j'avais commencé avec le Reiki, donc énergétiquement, et puis après je suis allé vers le Kriya Yoga. Donc c'est du yoga qui vient de l'Himalaya, du Tibet, mais c'est pareil, une voie très ascétique. Donc où il y a du pranayama, donc la notion de respiration, il y a des méditations particulières en fait. Et du hatha yoga, où il faut le faire 2 fois par jour et ça représente à peu près 2 heures à consacrer qu'à cette pratique-là. Et donc j'ai pu faire ça pendant 2 ans, vraiment. Par contre, je me suis rendu compte que avec le pranayama, moi j'étais rempli d'énergie et tout ça, mais cette voie-là était trop ascétique en fait, parce que se dégager 2 heures tous les jours dans sa vie quotidienne pour faire ça, à un moment donné, c'est juste pas possible.
Et donc, j'ai essayé de trouver d'autres voies. Voilà, j'étais dans un cercle ésotérique pendant une dizaine d'années aussi, en me disant, OK, là, j'ai testé à travers le corps, à travers voilà, la partie énergétique avec le Reiki, avec le Kriya Yoga, pareil, où voilà, j'ai appris plein de choses en méditant tous les jours, au moins 45 minutes, voire 1h30 par jour, en faisant ces 18 postures de Hatha Yoga 2 fois par jour, en ayant des respirations un peu particulières, voilà, qui me permettaient d'avoir des états de conscience modifiés, de me connecter à plus haut que moi. Mais c'était trop ascétique pour moi, en fait, dans ma vie quotidienne, en fait. Au bout d'un moment, voilà, j'ai tenu 2 ans, mais au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est juste pas possible, ou alors faut aller dans un monastère et ne faire que ça. Et donc, du coup, voilà, pour moi, ça a été... Donc, j'ai essayé autre chose. Donc, je suis parti, voilà, j'ai été 10 ans franc-maçon, pour vraiment dire ce que c'était que ce cercle ésotérique, où pareil, où j'ai beaucoup travaillé sur les symboles. Et ça m'a permis de raccrocher le monde judéo-chrétien avec cette facilité que j'avais, moi, avec toute cette culture indienne plutôt, voilà, bouddhiste, où je sentais que j'étais plus en lien avec cette culture-là. Voilà, de par mes origines, en fait, j'ai un ancêtre qui vient d'Inde, et donc j'ai pu me reconnecter à son énergie, à ce que lui il a vécu, et c'est pour ça que ça me parle énormément, en fait, que ça soit le Kriya Yoga, que ça soit le Tantra maintenant, et en même temps, voilà, à travers les francs-maçons où on sait plus de l'analyse intellectuelle, hein, où on part des grands philosophes, on part de symboles, et on va essayer d'introduire toutes les connaissances qu'on peut glaner, le savoir, en fait, à travers les livres, et de l'intégrer dans sa vie pour essayer de ressentir ce que eux ont traversé, ces philosophes. Et c'était une autre approche, en fait, mais qui est diamétralement opposée de ce que je vis maintenant. On est complètement dans l'intellect, et de cet intellect-là, une fois qu'on a compris comment ça se passe, on essaie de l'intégrer dans son corps. Et oui, et justement, là, tu emmagasines beaucoup d'expériences, de compréhension, tu es un peu en train de chercher ta propre voie, en testant différentes choses, différentes approches, et finalement, là, tu viens de dire, c'était encore dans le mental, et en fait, la vie te fait vivre une expérience où, justement, par rapport à ton corps, où là, tu apprends que tu as un cancer du poumon, et là, c'est comme s'il y a un avant. Donc, avant ça, tu es dans cette recherche, quand même, beaucoup encore dans le mental, dans des choses. Et là, tu vis cette expérience. Donc, déjà, encore une fois, je voulais quand même revenir sur cette expérience, enfin, sur cette maladie, parce que tu fais partie, je crois même, par rapport aux métastases, en fait. C'est quelque chose d'assez très, très rare. Je crois que tu me disais un cas sur 300 000. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tellement au niveau des métastases où c'est pas très rare. En fait, le problème, la problématique du cancer du poumon, c'est que ça métastase tout de suite. C'est diffusé dans le corps. En fait, dès qu'on a un cancer du poumon, en général, ça va plus se greffer sur la masse osseuse, ou dans le sang, voilà, les leucémies, des choses comme ça. Mais effectivement, tu peux avoir des métastases au cerveau. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 métastases au cerveau, en fait, dont une où mon corps, il a complètement réagi tout de suite, où il y a eu un œdème, en fait, et c'est comme ça que j'ai eu des problèmes au niveau des bras, voilà, des jambes, où toute la partie moteur, en fait, fonctionnait, il se bloquait par moment, en fait. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mais sinon, j'étais pas essoufflé, j'avais aucune façon de savoir que j'avais un cancer du poumon à aucun moment, quoi. Et c'est grâce à ça, en fait, que je suis allé consulter pour cette problématique-là, en me disant, là, il y a un truc qui déconne, enfin, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Et c'est comme ça qu'on a découvert le cancer du poumon. C'est parce que, voilà, cette métastase, en fait, mon corps l'a refusé, et j'ai fait un œdème derrière, et cet œdème-là, il a pris de plus en plus d'ampleur, en fait. Et j'avais l'équivalent d'un pomelo, en fait, dans la tête, tu vois, enfin, derrière. Et c'est là où les médecins ne comprenaient pas comment j'avais fait pour faire soit 600 kilomètres, voilà, dans l'état où j'étais. En fait, pour eux, c'était juste incompréhensible.
parce que j'aurais dû avoir des crises d'épilepsie ou des choses comme ça, alors que non, j'étais parfaitement conscient de ce qui m'arrivait. Je savais pas ce que j'avais, mais je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et j'ai fait ces 600 kilomètres pour venir me consulter à Paris, aller voir les médecins et me faire soigner, parce que c'est là où j'ai pris conscience de ça. Mais s'il n'y avait pas eu cette réaction du corps et à cette métastase où j'avais pas fait cet œdème-là, en fait, il y a de fortes chances qu'on découvre le cancer du poumon trop tard, en fait. Et c'est bien ça la problématique du cancer du poumon, c'est que les signes avant-coureurs, en fait, ils arrivent trop tard. À moins, d'avoir. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, donc dans la détection de cette maladie suffisamment tôt, parce que du coup, au niveau de mon poumon, en fait, c'était juste au-dessus du lobe droit, et donc du coup, ça n'avait pas touché l'intérieur de mon poumon. Et du coup, c'était opérable, et voilà, c'est une chance, en fait. Et là, ce qui va se passer aussi pendant un mois à peu près, à ce moment-là où les choses se passent, pendant un mois, je ne sais pas comment tu peux l'expliquer avec tes mots, mais tu sens que tu reçois des informations à ce moment-là? Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas d'explication scientifique. J'aimerais en avoir. Hein. Après, c'est peut-être l'œdème qui a causé, je sais pas quoi, des court-circuits qui ont fait que. Enfin, peu importe. Pour moi, la vérité, elle est pas là. Enfin, voilà, c'est. Mais oui, pendant ce mois-là, en fait, c'est comme si on me demandait, en fait, pour moi, c'est une initiation par le feu. Grosso modo, on a cramé tout ce qui existait, en fait, et on me demandait maintenant de faire un choix. Et donc, pendant un mois, j'ai pas connu de mort imminente ou des choses comme ça. Voilà, de MI ou d'MDE, en fait. J'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu une connexion constante avec au-dessus. Alors, te dire, moi, j'appelle ça le monde angélique, mais parce que j'ai pas d'autres termes. C'est que pendant ce mois-là, en fait, c'est comme si on avait fait un retour complet sur tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, en fait. Et en me demandant de choisir maintenant de prendre la décision de savoir si je voulais continuer à vivre ou si je voulais mourir. Parce que dans mon chemin de vie, parce on parle de ça, en fait, on m'a montré tout ce que j'avais réalisé, tout ce que j'avais prévu avant mon incarnation. Alors, bien sûr, il faut croire en oui, mais là, tu partages ta vérité. Exactement. Et après, chacun est libre. Voilà. Mais voilà. Moi, j'étais très cartésien. Même si j'avais une ouverture spirituelle, en fait, je m'attendais pas forcément à vivre ça, quoi. Et ça a été un des choix les plus difficiles que j'ai eu à prendre. Mais vraiment, parce que pendant ce mois-là, en fait, c'est entre les deux opérations. Voilà, c'est juste un peu avant l'opération du cerveau où voilà, j'ai senti une fois qu'on a détecté ce cancer du poumon et vu la tête de celui qui l'avait découvert, voilà, pendant l'IRM, je savais que c'était pas très bon, quoi, en fait, voilà. Et en même temps, moi, j'avais qu'une envie, c'est de me dire, voilà, j'avais rencontré cette dame dont tu avais parlé juste avant. Mais justement, je crois qu'on n'en a pas vraiment parlé. Pas parlé, tu fais une rencontre juste avant. Voilà, en fait, j'avais commencé à me lancer dans le tantra, voilà, dans le massage tantrique notamment. Ça serait bien, là, qu'on emploie le mot tantra, que tu redéfinisses pour ceux qui connaissent pas déjà le tantra. Alors, le tantra, c'est une philosophie, un art de vivre, moi j'appelle ça, qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ, en fait. On a les premiers prémices d'une civilisation qui vivait comme ça en Inde, dans la vallée de l'Indus. Et on a des écrits qui remontent au 9e, au 10e siècle, en fait, qui parlent un peu de cette philosophie, de cet art de vivre. Le tantra, en fait, il y a deux voies. Il y a une voie bouddhiste, qui est un peu plus rigoriste, en fait, un peu plus... Et puis, il y a une voie shivaïste, voilà, qui est plus indienne dans l'approche, qui nous dit, en fait, que, grosso modo, on a deux énergies qui est en nous, en fait, et qu'on est la symbiose de ces deux énergies. Il y a une énergie qui, grosso modo, on a un éclat de la conscience universelle, et grâce à cet éclat-là, on peut se relier à plus grand que soi, à plus haut, voilà. Et c'est symbolisé par le masculin et par Shiva, et d'où shivaïste, hein, voilà. Et en même temps, on n'est pas que ça, en fait. On n'est pas que cette déité, cet éclat de ce Dieu qui est un et qui unifie tout.
on est aussi au désir. Et ce désir-là, c'est un mouvement, c'est le mouvement de vie. Et plus on a de désir, plus ça crée du mouvement. Et ça, c'est plus une notion féminine, en fait, en se disant, voilà, on est tout le temps dans le mouvement, dans l'acceptation de ce qui arrive, et parce que ces désirs, une fois qu'il y en a un qui est là, en fait, une fois qu'on l'a assouvi, il y en a un autre qui arrive, en fait, et c'est une voie sans fin. Mais c'est la réunion de ces deux, c'est de mettre de la conscience dans nos désirs qui font que on est ce qu'on est, en fait. On est un Dieu vivant, grosso modo. Mais c'est l'alternance de cette énergie féminine et masculine qui fait qu'on retrouve l'unicité. En fait, au départ, moi, quand j'avais essayé de comprendre, voilà, ça veut dire quoi, voilà, être éveillé ou être complet, avoir cette complétude en soi, en fait. Je pensais que les deux, il y a deux polarités qui se fondaient et qu'on devenait androgyne. Enfin, voilà, quelque part, on était androgyne. Et maintenant, plus ça va, plus que je crois avoir compris, voilà, c'est que non, en fait, c'est cette alternance de polarité qui fait que on devient pacifié. Voilà, le féminin va rassurer et adoucir le côté masculin, en fait, qui est pas obligé de devenir le mâle alpha, celui qui écrase tout le monde pour réussir. Ou non, en fait, la féminité, voilà, ce côté féminin, quand on l'accepte en soi, notamment pour un homme, hein, ça nous permet d'être puissant, mais en douceur, parce on n'est pas obligé d'écraser les autres pour réussir, pour aller là où on veut aller. Et pareil, vice versa, en fait, ce côté masculin, notamment pour les femmes, mais pour nous aussi, c'est la puissance, cette reliance à plus grand que nous, et ce qui fait que on peut avoir l'ouverture du cœur justement, et après, et plutôt que raisonner avec son intellect, laisser vivre ses émotions et vivre justement dans le moment présent, parce que dans le moment présent, en fait, on n'a pas de problème. Voilà, la seule problématique qu'on a, c'est manger quand on a faim, dormir quand on est fatigué et boire quand on a soif. Mais au-delà de ça, c'est de vivre les émotions complètes avec ceux qui sont autour de nous, avec la nature, avec les gens qu'on croise. Parce que moi, comme j'ai failli mourir, en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on a emmené avec nous, c'était pas tout ce qu'on avait trimballé, en fait. Quand on a fait le bilan de ma vie, c'est ces petits moments, moi j'appelle ça des moments suspendus, mais que j'ai partagé avec les gens. Avec, voilà, recevoir juste une plume d'oiseau, c'est con à dire ça, hein. Ça paraît un peu bête, mais c'est ces moments-là qu'on emmène avec soi, en fait. Et donc, par le biais du tantra, d'un stage, tu vas faire une rencontre importante. Oui, j'ai rencontré Myriam, donc par le biais du tantra. C'est une femme que j'avais vue, voilà, lors de mes méditations 3 ans ou 4 ans auparavant, où on m'avait montré sa silhouette et surtout son parfum. On m'avait fait sentir son parfum. C'est un parfum de fleur d'oranger, voilà, c'est pas commun, enfin en tout cas moi c'est la seule femme que j'ai rencontrée qui sentait la fleur d'oranger, quoi. Et c'était au premier module du premier stage, voilà, de tantra, en fait, où je vois cette femme apparaître en contre-jour, et donc il y a cette silhouette qui me parle, mais sans plus, quoi. Et puis au moment où elle passe à côté de moi, je sens son parfum, où là ça réveille des choses, mais je suis incapable de mettre des mots dessus. Et au fil des stages, parce que ça a duré à peu près 5 mois, 5 ou 6 mois, en fait, cette formation au tantra, alors, en raison de, voilà, d'une semaine par mois à peu près, où cette relation se creuse et on a une vraie connexion à tous les niveaux, en fait. Du coup, je vis avec elle ce qui pour moi est la symbiose parfaite dans un couple. Voilà, on a une connexion à plusieurs niveaux où c'est vraiment très très profond, et l'amour que je ressens pour elle, c'est un amour qui vient de je sais pas où, en fait, de très loin, mais qui emporte tout, en fait. C'est comme si c'est pas un coup de foudre comme on pourrait l'entendre ou le lire dans les bouquins. C'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça, en fait, et ça a tout balayé voilà, sur ma vie. Et donc avec elle, on avait décidé de construire une vie ensemble. Et donc voilà, je décide de quitter mon emploi à Paris, voilà, où j'étais ingénieur dans
une société qui m'avait placé dans une des plus grosses boîtes d'assurance de Paris. En fait, je demande à des parts négociées. Je me suis dit bon, je veux vivre plus en adéquation avec la nature et donc me rapprocher du Médoc où je vis actuellement en fait. Et avec elle, on commence à échafauder ce projet-là, justement en changeant de vie et devenir peut-être masseur, parce qu'entre-temps, j'avais fait la formation, la certification pour être masseur professionnel. Alors que voilà, quand j'ai commencé cette formation de masseur ou le stage de tantra, en fait, j'avais pas du tout envisagé de changer de vie. En fait, je voulais juste aller plus dans une ville de province, mais je voulais rester ingénieur parce que je gagnais bien ma vie, que c'était confortable, quoi. Et du coup, cette connexion, cette relation à cette femme-là, elle a été très forte, très puissante en fait. Et en même temps, pour moi, ça a été très douloureux parce que voilà, à un moment donné, au bout d'une année où on était ensemble en fait, elle m'a dit je t'aime mais je te quitte. Et là, j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris parce que c'est comme si j'étais monté tout en haut de l'échelle et puis d'un coup d'un seul, on m'enlève l'échelle et que je tombe. Et oui, à ce moment-là, ça se fiche dans le corps aussi. Et ça se fiche dans le corps et c'est ce choc émotionnel en fait, ça pour moi ça a tout déclenché parce que je ne comprenais pas mon cerveau d'ingénieur, lui, il a besoin de démonter les choses et de les remonter en fait, de comprendre ce qui se passe quoi. Et là, elle me dit juste je t'aime mais je te quitte. Parce que je t'aime, je te quitte. Et pour moi, c'était de l'ordre c'est incompréhensible, quoi. Et quand je lui posais la question, en fait, elle me disait, mais je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je m'en aille, quoi. Et ce choc a fait que je pense que le cancer du poumon s'est accéléré, quoi. Et donc j'ai appris ça, devait être au mois de septembre ou au mois de novembre. Et en janvier, j'ai appris que j'avais le cancer du poumon et que mon cerveau était bien atteint en fait. Et donc là aussi, ton rapport à la mort se transforme aussi, j'imagine, ou change. Oui ou non. Non, j'ai toujours eu un rapport à la mort un peu particulier. Depuis tout petit, pour moi, la mort c'est pas une fin, c'est juste un changement d'état. Comment l'expliquer? J'en ai aucune idée en fait. Pour moi, ça a toujours été comme ça, cette vérité-là, elle est très profonde. Et j'ai eu la chance d'accompagner ma mère lors de son dernier souffle, en fait, de pouvoir l'accompagner pendant quelques mois. Et pour moi, voilà, j'ai eu pas cette révélation, mais le fait d'être sûr que c'est juste un changement d'état, en fait. Et donc, j'ai jamais eu peur de cette mort-là. Avec le Kriya Yoga, notamment ces états de conscience modifiés, j'ai beaucoup voyagé dans ces espaces-là, en fait. Avec, pareil, ces méditations orientées, comme le voyage astral, comme voilà, en général, ça emmène à ça, à aller interroger les annales akashiques ou voilà, c'est le type de méditation qui sont orientées dans le Kriya Yoga, qui permettent de toucher à ces vérités en fait. Et là, quand ça m'est arrivé, je me suis senti chez moi en fait, de me retrouver dans deux états différents. C'est comme si j'avais cette connexion au monde angélique, comme je l'appelle moi, et tout en étant en même temps sur Terre. Et le fait de dire, voilà, moi, j'avais envie de mourir à ce moment-là, parce que j'avais changé 3 fois d'emploi, j'avais réussi plus ou moins dans ce que j'avais entrepris. J'avais connu ce qui était pour moi vraiment la relation de couple, ce qu'on devait vivre dans une relation de couple avec Myriam, donc avec cette femme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à vivre encore, en fait? Pour moi, la vie n'avait plus de sens. J'étais à moitié dépressif aussi, parce que le choc, il a été tellement violent et dur, en fait, que j'avais juste envie que ça s'arrête, quoi. J'avais tellement mal, mon cœur, il a été brisé, en fait. Elle m'a vraiment brisé le cœur, quoi. Et donc, j'avais envie que ça s'arrête et de pouvoir souffler, quoi. Et là, le fait de me retrouver dans ces états de conscience modifiés pendant des heures et des heures, à être connecté au-dessus, où on montrait, en fait, tout ce que j'avais fait, vécu jusqu'à présent, et j'avais besoin d'avoir des réponses sur pourquoi j'ai eu cette relation avec cette femme et pourquoi ça s'est terminé comme ça. Et ça, tu vas avoir quelques années plus tard, c'est ça peut-être? Non, après, à ce moment-là, en fait. À ce moment-là, déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à
et avoir, grâce à cette maladie, c'est pour ça que je me dis c'est vraiment une initiation par le feu, parce qu'effectivement j'ai souffert dans mon corps, tout a explosé, hein, tout l'argent que j'avais mis de côté pour retaper ma petite maison dans le Médoc, où tout est parti en fumée parce que il fallait continuer à vivre et que j'étais à l'hôpital et voilà, et que mon salaire était divisé par 3 à ce moment-là, quoi. Donc là, tu as aussi une transition dans ta vie où tu passes d'un salaire très confortable à matériellement, à avoir un peu tout. Et là, d'un seul coup, la vie, tu sors aussi de cette maladie et enfin, tu sors en tout cas de cette, comment on appelle ça, de ce passage où là, tu vas rester quand même alité, j'imagine. Oui, voilà, je suis pas encore sorti. Justement, c'est à ce moment-là où on me demande, grosso modo, de faire le choix, de vivre ou de mourir, quoi. Et je suis vraiment dans ce questionnement, me disant, ok, si je fais le bilan de ma vie, parce que là, à un moment donné, faut bien peser le pour le contre. Hein. Là, c'est le scientifique qui revient très vite en disant, mais ok, je reste, mais si je reste, c'est pour quoi faire en fait? C'est quoi le but? Pourquoi je resterai là? Moi, j'avais envie de partir en fait, en me disant, ok, c'est bon, là, j'ai souffert, j'ai donné, j'ai fait ce qui moi me semblait juste, j'ai appris des choses. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Voilà, professionnellement, j'ai plus grand chose à me prouver, en fait. Et en même temps, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, j'ai vécu, voilà, avec cette femme-là, ce que j'avais toujours rêvé de vivre. Et donc, je me dis, si demain, il faut que je peux pas vivre une amourette quelconque, en fait. Pour moi, ça, c'est plus possible. Et donc, oui, là, t'es dans cet état-là où tu demandes, mais pourquoi, comment? Et là, t'as des réponses qui commencent Là, j'ai des réponses. Arriver. Voilà, parce que je suis connecté 24 heures sur 24. Voilà. Et ces réponses, elles commencent à me dire, voilà, on va faire le bilan de ta vie et potentiellement, on va te montrer quelles sont les 2 vies que tu pourrais avoir. Voilà, en étant incarné ou en étant désincarné. En fait, c'est vraiment ce qu'on m'a montré. Parce qu'en même temps, au fond de moi, il y avait quelque chose où je sentais que c'était pas juste. Moi, j'avais envie de partir, mais il y a, je sais pas comment l'exprimer, je sais pas comment, il y a un sentiment de, pas de fuite, mais de quelque chose de pas juste. Et en fait, en voyant mon ex-femme et ma fille, en fait, j'ai décidé de poser ça, voilà, dans ma famille proche, de le dire, voilà, moi aujourd'hui, si je fais le bilan de ce que j'ai vécu, pour moi c'est terminé, j'ai plus rien à apprendre. Après, je sais pas si c'est présomptueux ou pas de dire ça, mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas ce qu'il me reste à apprendre, et en même temps, je suis fatigué, j'ai envie de m'en aller, quoi. Mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, mais qui n'est pas juste pour nous. Tu vois, dans ce cercle familial restreint, en fait, voilà, ce noyau-là. Et donc, j'aurais posé la question. Ma fille, elle avait 19 ans à ce moment-là. Donc, pour elle, c'était pas du tout évident en lui disant, voilà, moi, j'ai envie de mourir, mais je veux savoir voilà, ce que toi, ça te fait, en fait. Voilà, parle-moi avec le cœur ouvert, dis-moi vraiment tout et j'ai besoin d'avoir, l'approche de ma fille et de mon ex-femme, en fait, pour moi, me faire plus prendre la décision parce que si je m'écoutais, je partais là maintenant, quoi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui me retenait, qui n'était pas juste. Et donc, en posant cette question-là, ma fille m'avait dit, oui, mais moi, je suis trop jeune, en fait. Je veux pas que tu partes maintenant. C'est trop tôt pour moi, quoi. Et donc, c'est vraiment rentré en résonance et j'ai senti que le côté qui était pas juste, en fait, ça venait vraiment de cette vibration-là, en fait, de ce lien que j'avais avec cette fille, enfin, avec ma fille, c'est pas cette fille, c'est ma fille. Et que pour elle, voilà, c'était pas juste que je parte maintenant. Donc là, vraiment, ça change, ça t'ancre plus, ça change ta décision que t'avais pas vraiment prise. Mais voilà, tu décides, ok, tu fais un choix, en fait, c'est à ce moment-là. Voilà, je fais le choix et ce choix-là n'a pas été évident du tout parce que, oui, pour elle, pour ma fille, j'ai décidé de me battre, en fait, en me disant, ok. Et à partir de ce moment-là, il y a plus aucun doute. Pour moi, je savais que c'était juste un passage. Donc, il y avait des opérations à faire, mais que, en finalité, je sortirais de là, plus avec cette maladie, quoi. Enfin, en tout cas, sauvé, pour un temps. Dans ta pensée, voilà, c'était clair. C'était clair et net. Il y avait même pas. Et donc, ouais, il y avait pas l'ombre d'un doute, quoi. Non, aucun. Et donc là, tu sors de cette
post-convalescence, c'est ça que je disais, comment on appelle ça? Non. Pas encore, en fait. C'est à ce moment-là où je prends le choix, et, avec mon ex-femme et ma fille, donc de me faire soigner. Et donc, à l'hôpital, voilà, je délègue tous les pouvoirs de décisionnel à mon ex-femme, et en lui disant, non, on y va, on va se battre. Et donc, et à partir de ce moment-là, voilà, ces connexions-là ont été établies, mais de façon constante. Même si avant, c'était plus épisodique et que j'en avais pas forcément conscience tout le temps. Là, c'était 24 heures sur 24 que j'ai été connecté, quoi. Et la décision se fait avec ce fameux chirurgien, ce neurologue, où ils prennent le pari. Mais entre-temps, en fait, ce qu'ils avaient décelé, c'est que j'avais eu le Covid, en fait. Et donc, du coup, c'était problématique. Parce que pour le monde médical, avoir le Covid, c'était quand ils créaient des opérations comme ça, si t'étais Covidé, en fait, 6 mois après, les personnes mouraient, ou enfin en tout cas dans les statistiques, il y avait plus de 60% de personnes qui mouraient derrière de choc, enfin peu importe le truc, crise cardiaque ou insuffisance respiratoire et tout ça. Et donc ce fameux anesthésiste, il était pas chaud, voilà, pour que tant que le Covid n'était pas guéri, alors que j'avais un Covid long et j'étais asymptomatique. Le pire, c'est que c'était ça, c'est que j'avais aucun symptôme, quoi. Et voilà, et donc ça a fait traîner un peu l'opération. Mais pendant toute cette période-là, voilà, j'étais vraiment connecté à 100%, et c'est là où on m'a vraiment montré, en me disant, ok, maintenant, entre ces deux opérations-là, entre le moment où on décide de faire l'opération du cerveau et l'opération du poumon à venir, on m'a montré que j'avais le choix et qu'il fallait que je choisisse entre vivre et mourir entre ces deux opérations. Et que si je partais, ça allait être un choc au moment de l'anesthésie de l'opération du poumon. Donc pendant 1 mois et demi, en fait, ça c'est le temps qui s'est passé entre l'opération du cerveau et l'opération du poumon. Il a fallu que je prenne ce choix-là définitivement. Et du coup, ton choix, il se fait, tu restes. Et après, une autre vie totalement différente, en fait, avec cette expérience traversée, s'ouvre à toi. Comment ça se passe du coup, quand tu sais que tu es remis sur pied, que tu peux retourner dans la vie, comment tu refais la connexion avec ce corps, justement, qui a été meurtri, qui a été... Enfin, je sais pas le mot même enfin, la déconnexion peut-être que tu as pu avoir avec ton corps à ce moment-là. Comment tu refais le lien En fait, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Hein. Donc, c'est que Joël Charles, voilà, qui a une école, pour ceux qui ne connaissent pas, de massage tantrique justement, m'a demandé, en fait, en me disant, on était amis depuis très longtemps, voilà, donc elle me dit, on peut peut-être donner le nom de son école au cas où. Tantra Mécor, ça s'appelle son école, voilà, et elle m'a donné l'opportunité avec Jacques Ferber, voilà, de Tantra Intégral, en me disant, viens nous assister pendant nos stages, en fait, comme ça te donnera une raison de vivre. Parce qu'en fait, quand on a côtoyé la mort pendant 2 mois ou 3 mois, il y a plein de choses qui s'effondrent. Moi, les peurs sont effondrées et sont tombées. C'est comme si toutes les peurs avaient disparu d'un coup, en fait. Ce que j'ai vécu, c'est cette ouverture du cœur avec cet amour universel, en fait, où on n'en attend rien. Voilà, c'est juste, moi j'ai baigné, c'est pour ça que j'appelle ça ce monde angélique, de recevoir énormément d'amour et de pouvoir en donner. Et quand on revient de là, en fait, c'est comme si notre instinct de survie, là, il était parti avec aussi, en fait, parce que j'ai plus peur de la mort. Et donc tu vas dans cette école enfin tu vas l'assister, en fait, elle te propose. Voilà, donc de devenir son assistant et de les aider pendant les stages, de faire en sorte que leur stage se passe bien, voilà. Et ça m'a permis, voilà, de côtoyer plein de gens à ce moment-là et d'avoir une raison d'être là, parce que moi, ce qui était compliqué pour moi, c'est de me dire, ok, je reviens, mais je vais faire quoi? Donc à ce moment-là, oui, t'avais une vie très remplie d'ingénieur, tu gagnais très bien ta vie, enfin voilà, et tu passes à cette vie-là après cette maladie où là tu te retrouves, tu sais que tu veux plus retourner à ce métier d'ingénieur, et en fait tout est, j'ai envie de dire, il y a plus rien pour faire place à autre chose, mais
Non, exactement. Et c'est pour ça que je parlais d'initiation par le feu juste avant, Oui. en fait, parce que, en ayant vécu ça, j'ai tout perdu, en fait. Moi, ce qui me restait, enfin, j'ai tout perdu. J'avais juste une maison, une voiture et un ordinateur. Ce Voilà. qui est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pour ça que Mais voilà. par rapport à tes Mais par références rapport à d'avant, avant, voilà, financièrement, voilà, j'étais pas riche, mais j'avais suffisamment de quoi vivre et sans m'inquiéter du lendemain. Et là, tout était parti, toutes les économies que j'avais mis, en fait, ça a permis de faire la transition pendant que j'étais malade, quoi. Et du coup, je me retrouvais comme si c'était un nouveau livre qui s'ouvrait à moi. une en nouvelle fait. identité aussi peut-être à refaire, par Une rapport à nouvelle l'ego, aux histoires qu'on se raconte, à ce qu'on a construit Oui. autour de son identité. Là, tu te retrouves finalement tout Oui. ça, toute cette identité, même s'il y a encore cette maison peut-être, mais elle est un petit peu... Non, en fait, cette maison-là, elle m'a vraiment servi à me reconstruire, vraiment. Mais quand j'y suis arrivé, juste après, voilà, être sorti de l'hôpital et de la convalescence chez mon ex-femme, j'ai eu une phobie, mais une peur panique, en fait, en étant chez moi, en me disant, si je meurs, il y a personne autour de moi, quoi. Je suis seul dans cette maison, parce qu'on, voilà, c'est dans un tout petit village, c'est une station balnéaire, donc l'été il y a beaucoup de monde, mais l'hiver en l'occurrence, on est 4 dans la rue, voilà, on doit être 400 dans le village, donc on voit personne. Je connais ton village, Voilà. même l'hiver. Donc et j'ai eu une peur, mais quelque chose que j'avais jamais connu, quoi, parce que je suis revenu avec une hypersensibilité et Tu n'avais pas cette hypersensibilité avant? Non, j'étais sensible, mais pas hypersensible. Là, tout était à fleur de peau, quoi, vraiment. Et je me suis retrouvé avec des peurs phobiques, en fait, en me disant, mais pourquoi? C'était comme si, en fait, on me montrait du doigt ce que fait la peur et qu'il fallait que je dépasse ça pour pouvoir vraiment vivre pleinement. Tu vas aller faire de l'assistanat, tu vas assister Joël Charles dans l'école de Tantra à Mécor, et ça va vraiment te permettre de te remettre en lien, en connexion avec les gens. Et également, il y a aussi toute cette partie de reconnexion au corps, en quoi cette reconnexion au corps te permet vraiment de revenir sur Terre après cette expérience. Alors, en fait, pendant ma convalescence, je me suis rendu compte que, voilà, avec une partie du poumon en moins, en fait, il fallait réapprendre à respirer. Et voilà, que j'étais diminué, quoi, en fait. Et donc, du coup, j'ai derrière toute cette chose où il faut que je me réapproprie mon propre corps. Et j'avais déjà commencé à tester des choses pendant que j'étais convalescent, quoi. Voilà, entre le monde éthérique et le monde matériel, physique, à faire en sorte sous forme de méditation, des choses comme ça, de pouvoir pallier à ce tiers de poumon en moins, en fait. Et quand Joël m'a proposé de l'assister, en fait, de revenir à ce corps, pour moi, c'était quelque chose qui était de l'ordre du naturel. Je me suis dit, voilà, effectivement, mon corps est différent. Donc, il faut que je l'appréhende dans sa nouvelle façon d'être, dans mon handicap, parce que, mettons, voilà, les mots qu'il faut, en fait, et comment je peux faire pour pallier justement à ce handicap. Et le retour au corps, du coup, a été essentiel pour moi, vraiment, quoi. Et à travers ces stages-là, où je participais plus ou moins, voilà, parce qu'en tant qu'assistant, des fois, s'il manque des gens, ou s'il manque, on peut rentrer, voilà, dans les ateliers ou les choses comme ça. Ça m'a permis vraiment d'aller rechercher, de reconnecter, de retrouver les sensations, en fait, de retrouver un sens à ma vie, en passant par le matériel, par le corps. Je me dis, sinon, j'aurais pu être désincarné, voilà, mort, quoi, en fait. Et par l'instant présent aussi, je pense Et l'instant présent s'est imposé à moi, voilà, en se disant, à chaque fois que je voulais revenir dans mes anciens schémas d'homme de 50 ans, où le schéma premier, c'est je vais rentrer dans l'action tout de suite pour faire les choses. C'est moi qui crée ma propre réalité, mais dans l'action. Et en fait, là, ce qu'on m'avait demandé, c'était d'épouser plutôt ce que moi j'appelle le féminin sacré, en fait. C'est le fait de demander à l'univers, d'attendre que les choses se fassent, et une fois que c'est là, en fait, de rentrer dans l'action, mais pas d'aller provoquer les choses, en fait. D'avoir vraiment cette démarche d'accueil
de pouvoir réceptionner les choses. Et pendant voilà ma fin de convalescence, mon retour chez moi, à chaque fois que je voulais rentrer dans l'action, il m'arrivait toujours quelque chose qui m'arrêtait net en fait, en me disant non, là tu bouges pas en fait, tu continues d'être dans la demande et d'accepter de recevoir les choses quoi. Et ça a été vraiment cette compréhension et d'apprendre ces choses-là et de revenir au moment présent. Toujours pareil, parce que quand ta vie s'effondre quelque part, en tout cas tout ce que tu avais construit pendant plus de 50 ans avant, et du jour au lendemain ça n'existe plus en fait, t'es là et tu te dis je suis vivant, ok, mais je suis incapable de retourner faire l'ancien métier que je faisais, je suis diminué physiquement, je sais pas où je vais en fait, j'ai plus d'argent, donc je fais quoi? Et justement, avant, tu étais dans un masculin, dans la polarité masculine à l'intérieur de toi, et le yin n'avait pas vraiment beaucoup de place, en fait. Enfin, est-ce que tu étais tout le temps dans l'action? Est-ce qu'il t'arrivait d'avoir des moments de pause, de respiration ou comment? Non, j'étais pas que masculin. Moi, j'ai toujours eu ce côté féminin, ce côté un peu plus doux qui était présent. Mais j'étais beaucoup plus, pas à écraser les autres, parce que j'ai jamais aimé ça, mais à m'affirmer, voilà, en tant que mâle alpha, voilà, j'étais un mâle alpha, plus jeune, clairement. Et plus je vieillissais, moins c'était flagrant, mais parce que j'avais cette responsabilité jeune des employés, voilà, que j'avais sous ma coupe, en fait, qui me permettait de nuancer ça, en fait. Mais j'étais pas non plus passé totalement de l'autre côté. Là, c'était comme si, après ces opérations et après cette expérience que j'avais vécue, c'est comme si on m'avait changé mon système d'exploitation. Voilà, pour un informaticien, c'est on fait un reset et on remet quelque chose de nouveau. Sauf que j'avais pas le mode d'emploi, quoi. Et la seule chose qu'on me disait, c'est arrête d'utiliser l'intellect, donc mets-le de côté et vis pleinement le moment présent. Pour le moment, tu n'es pas en danger. Donc, il faut que tu te reconstruises. Et donc, pour te reconstruire, il va falloir que tu passes par le corps, mais surtout que tu lâches prise par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport aux projections. Parce que moi, avant, c'est comme ça que je fonctionnais. Je projetais des choses, en fait, et à court, moyen ou long terme, comme la plupart des gens. Et je m'y tenais. Je faisais en sorte de pouvoir construire les choses brique par brique pour aller là où j'avais fait mes projections. Et là, on me disait, oui, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut vivre, en fait. Ça, tu oublies. Et t'es là, j'ai fait, oui, mais bon, moi, ça fait 50 ans que je vis comme ça. Comment, du jour au lendemain, je peux changer? Et à chaque fois que je rentrais dans l'action, il m'arrivait des tuiles, en fait, qui faisaient que j'étais obligé de me poser, juste d'accepter de lâcher prise et de vivre ce moment présent. Donc, de me reconnecter à la nature. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un couple d'écureuils qui vient jouer tous les matins dans mon jardin. Donc, et donc, prendre le petit déjeuner et apprécier ce moment-là, ou d'avoir des plumes de pigeons qui me tombent sur la tête et de regarder que la plume est belle. Mais vraiment prendre ces moments-là, en fait, comme des cadeaux de la vie. Mais en quoi, justement, l'instant présent est une guérison en soi? Est-ce que ça, tu penses, a un impact direct sur le corps même de retourner dans cet instant? Complètement, parce que quand on vit dans le moment présent, en fait, on se rend compte que y a plein de choses où c'est des futilités, en fait. On peut pas rester constamment dans le passé, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui disent avant c'était mieux et que ce qu'ils ont vécu avant c'était et en même temps, et tu peux pas te projeter tout le temps dans le futur, quoi. Enfin, voilà, en me disant je ferai ci, je ferai ça, mais oui, mais le moment, là maintenant, tu vois, la conversation qu'on a tous les deux, ça c'est important. Et c'est ce que j'appelle ces petits moments suspendus, en fait. Il y a des moments de grâce comme ça, plein de petits moments dans la journée où moi, quand je me balade, même à Paris, où les gens, ils ont plutôt tendance à être fermés et être un peu stressés. Mais rencontrer, voilà, le rire d'un enfant ou le regard d'une femme, enfin voilà, juste ces quelques secondes, en fait, qui font que quand on est conscient de ce qui se passe, ça change complètement de dimension, quoi. Mais ça, tu l'avais déjà aussi fort en toi avant, ou c'est vraiment le fait d'avoir vécu cette expérience Je l'avais comme tout le monde, en fait. Voilà, à un moment donné, on va voyager, je vais tomber devant un paysage qui va me couper le souffle, mais c'est très ponctuel et très... Mais là, toi, c'est tous les jours que tu as des moments pour toi comme ça? Oui, c'est tous les jours, parce que j'ai pris conscience que ce qui était important, voilà, quand j'ai flirté avec la mort, c'est ces moments-là, en fait. C'est ceux-là qui sont importants. C'est ceux-là qu'on emmène avec soi.
Et donc, du coup, je fais beaucoup plus attention à ce qui se passe autour de moi et être vraiment dans le moment présent, quoi. Et à regarder, voilà, juste ces petits détails qui font que si je fais le bilan en fin de journée, en fait, je me rends compte des moments suspendus ou des moments magiques comme ça. Il y en a eu plein tout au long de ma journée, en fait. Et c'est en ça que c'est important de revenir à ce moment présent. Et donc, cet instant présent, il est central dans le massage tantrique, par exemple, quand on fait des stages, etc. Est-ce que, justement, tu peux revenir là-dessus un petit peu sur ce réancrage que tu as eu par le corps? Oui, parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, ça me permet justement d'être connecté à travers cette fameuse éclat de conscience universelle, à plus grand que moi, mais en même temps d'être très présent au moment où je suis, et le partage, et être vraiment dans cette connexion avec l'autre. Parce que pour moi, voilà, l'essence même du massage tantrique, c'est d'avoir cette connexion et cette lenteur, en fait. Voilà, c'est un massage très très lent, et ce qui fait que le cerveau, en fait, se déconnecte très vite parce qu'il sait où les mains vont aller. En fait, il le sent, comme il sait très lent le mouvement. Donc, il n'a pas essayé de savoir où vont aller les mains, qu'est-ce qu'il va faire après. Au bout d'un moment, on lâche très vite, et il y a cette connexion, cette présence, le fait d'être là et d'être vraiment en connexion avec la personne que l'on masse, qui font qu'il y a une espèce d'alchimie, d'égrégore qui se met en place, et il y a cet échange et cette énergétique qui fonctionne, quoi, et qui fait que voilà, les mains, elles savent exactement où aller. Mon cerveau, là, il est en bypass total, quoi, en fait. À aucun moment je suis dans l'analyse de savoir est-ce que j'ai posé la main là ou là. J'en sais rien, en fait. Et d'ailleurs, le massage tantrique, on en parle peu. Enfin, moi, avant, j'en entendais peu parler en tant que soin, en tant que tel, en tant que guérison, en tant que... Il y a beaucoup de femmes qui se transforment grâce à ces stages, grâce à ces pratiques, grâce aux praticiens certifiés. En quoi, en fait, les mémoires sont contenues dans le corps, en fait, et oui, c'est ça. Est-ce que dans l'apprentissage, quand on devient un praticien, on apprend les différents points qui peuvent se trouver sur le corps? Comment ça se passe? Oui et non. En fait, ce qu'on va apprendre, notamment à travers l'école de massage, c'est on va faire ces gammes. Donc, il y a des choses, il y a une méthodologie où on va apprendre à masser, quel est le bon mouvement, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour dénouer les muscles ou les choses comme ça. Mais ensuite, une fois qu'on a vraiment intégré toute cette partie technique, en fait, l'essence même du massage tantrique, c'est de lâcher ça, en fait. Lâcher tout le côté technique pour être vraiment dans cette connexion et de se laisser porter par cette troisième entité, entre guillemets, en fait, cette symbiose qui naît, qui fait que les mains savent exactement où il faut aller appuyer sur le corps que l'on masse. C'est voilà, il y a une dimension qui est au-delà de nous, en fait. Moi, je suis vraiment, quand je masse, je rentre en état de conscience modifié, vraiment, quoi. Et il y a ce qui prévaut par rapport à tout ça, même au-delà de la technique, c'est cette connexion et savoir voilà comment énergétiquement le mélange énergétique de ces deux personnes font que mes mains vont aller exactement là où la personne a besoin d'être touchée, en fait, et ça va libérer effectivement des mémoires, parce que le problème des émotions, c'est qu'il est engrammé directement dans le corps humain. On a un vecteur qui est ce corps, en fait, et ces émotions, quand elles sont pas digérées, quand elles sont pas, elles se cristallisent dans le corps. Et là, le fait de se faire masser, ça libère. Voilà, c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive souvent, en fait, où ça va libérer ces mémoires-là parce qu'on a besoin qu'elles s'en aillent pour qu'on puisse passer à autre chose, en fait. Mais justement, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas, qui se sentent un petit peu attirées par ce qu'on est en train de raconter, parce que le tantra, aujourd'hui, je trouve, est encore tabou. On associe on sexualise beaucoup le tantra, et puis le tantra, ce n'est pas... c'est très, très large, comme tu l'as décrit au départ. Pour des personnes qui s'intéressent et qui voudraient peut-être déjà tenter une expérience de massage avec un praticien, qu'est-ce que tu conseilles ? Moi, je conseille vraiment de pas aller avec n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup, ils vont à ce qu'on appelle des autogérés. En fait, des autogérés, c'est des gens qui ont
fait un parcours de tantra, qui se réunissent et qui pratiquent ensemble. Mais là, sur une personne classique, je pense même pas qu'ils puissent avoir accès encore à ça. Oui, mais ils ont accès à ça, malheureusement. Et c'est là où moi je trouve pas ça bien, en fait, parce que du coup ils vont aller expérimenter des tantras avec des gens qui sont pas forcément alignés. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça, en fait, de ces fameux autogérés qui acceptent tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait de tantra, et c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que justement il y a cette dimension où quand on masse ou quand on fait du massage, on se retrouve avec ces mémoires qui peuvent surgir, en fait. Et le but du jeu, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de vraiment aller vers des personnes qui ont été certifiées. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à gérer ça. Si il se passe rien et qu'il y a que du plaisir, tant mieux. Mais s'il y a une mémoire comme ça qui se défait et que la personne elle est incapable de le gérer, comment on risque d'être plus mal, en fait. C'est juste là où je dis il faut faire attention, en fait. Parce que d'ailleurs dans les praticiens là, et Joël aussi, vous avez beaucoup de femmes. Je sais pas, c'est une majorité de femmes que vous avez? Il y a beaucoup de femmes, une majorité, je suis pas sûr, mais on a pas mal de femmes, oui. D'accord. Et du coup, c'est aussi beaucoup de femmes qui ont un passif aussi, qui ont peut-être vécu des choses difficiles, qui ont des mémoires. Enfin, il y a beaucoup de femmes de toute façon et d'hommes aussi qui ont des mémoires. Mais justement, c'est d'autant plus important d'aller vers des personnes vraiment, comme tu disais, certifiées. Oui, et puis il y a une chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se faire confiance, en fait. Par exemple, quand on choisit un thérapeute, quelle que soit la nature de la thérapie qu'on veut suivre, on a un être, voilà, à l'intérieur de nous qui sait. Et donc, il faut lui faire confiance. C'est la première impression. Si on a un doute, c'est que c'est pas le bon. Vraiment revenir et s'écouter, en fait, parce que on n'est pas obligé de se faire mal, quoi. Enfin, moi, le message que je veux vraiment passer, voilà. Moi, je suis jusqu'au boutiste, hein. Il a fallu que je tombe malade et qu'on m'en enlève des bouts de moi pour me rendre compte que, voilà, il faut changer les choses, quoi. Alors que, voilà, le message que je pourrais plus faire passer, c'est il faut être doux et avec soi-même et s'écouter, en fait, parce que la vérité, on la sait tous. On a des signes précurseurs et quand on cherche un thérapeute, un masseur, enfin, ça peut être de n'importe quel ordre, en fait, c'est de se faire confiance. Si on a un doute, si on sent que c'est pas, faut pas aller vers celui-là, faut choisir quelqu'un d'autre, en fait. Vraiment, quoi. Et se faire confiance. Et c'est vraiment cette première impression. C'est couper le mental, justement, pour que ça soit le cœur, en fait, et que ce soit pas la raison qui ordonne il a 30 000 témoignages et celui-là, c'est le bon. Non, c'est pas ça. C'est, ok, il faut prendre quelqu'un de certifié, enfin, en tout cas, qui est reconnu en tant que masseur, si on veut faire du massage. Mais c'est surtout, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Je sais pas pourquoi, lui, il m'attire ou, ok, là, on se fait confiance et on y va. Sinon, s'il y a le moindre doute, c'est que c'est pas le bon, quoi. Je trouve que c'est un je trouve que c'est un beau mot de la fin. Et je pense que d'ailleurs en descriptif, on notera en fait le nom de l'école de Tantra à mes corps. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est si les personnes veulent te contacter, quelle est ta présence, ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, Alors oui, ils peuvent me retrouver sur les réseaux, bien que c'est pas ma tasse de thé, les réseaux. Voilà. Donc je suis sur Facebook et sur Instagram, notamment pour annoncer les week-ends d'initiation de massage que je fais. Voilà. Donc ils peuvent me contacter, voilà, à travers ce média. Sur le site de Tantra Mes Corps aussi, dans la liste des praticiens, en fait, il y a mes coordonnées. Donc il y a toute une liste, voilà, là on est sûr. Oui, là on est sûr, voilà, Tantra Mes Corps, voilà, sur le site de Joël, en fait, on est des praticiens certifiés où on va retrouver nos coordonnées et je suis en train de mettre en place un site web, voilà. D'accord. Voilà, on notera tout ça, on mettra tout ça dans la description. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que la liberté selon toi? Pour moi, c'est vraiment pouvoir être ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire s'affranchir des diktats de la société, de l'éducation. En fait, il y a tout un travail de déconstruction à faire. Vraiment,
on vit dans un monde judéo-chrétien avec beaucoup d'interdits, c'est d'aller trouver ce qui est juste pour nous par l'expérience, en fait. C'est pas de dire ça c'est bien ou pas bien parce qu'on en a inculqué comme ça intellectuellement, ok. Mais est-ce que cette vérité-là, elle résonne en nous? S'il y a une résonance, ok, c'est nos croyances. Elles sont bien parce qu'elles sont. Peut-être que demain, cette croyance-là, elle va évoluer et changer mais c'est ce qu'on est vraiment. Et donc, le vrai message, c'est ça. Pour moi, la liberté totale, c'est vraiment ça. C'est pouvoir s'affranchir des diktats de la société, du monde. On a une société où il faut qu'on soit tous des moutons de panurge. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Pour que la société fonctionne, il faut que tout le monde soit dans des cases et qu'on fasse tous les mêmes choses, quoi. C'est juste pouvoir s'affranchir de ce monde-là, quoi. Vivre dans un endroit qui nous correspond vraiment et être peut-être autosuffisant. Je sais pas. Voilà. En tout cas, moi, mon utopie, c'est celle-là. C'est essayer de vivre pleinement ce que je suis. Prendre du temps quand j'ai besoin de prendre du temps et pouvoir travailler et aider les autres quand je peux le faire. Mais voilà, pour moi, la liberté, elle est vraiment là, quoi. Mais je te remercie, Patrick. Je te remercie beaucoup d'être venu partager ton témoignage ici. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt.